Bonsoir à toutes et à tous. Nous continuons maintenant de traiter avec le volet économie, avec les marchés, puis nous allons finir le PIB avec les importations-exportations. Le marché, ça met en contact les emprunteurs, demandeurs et les épargnants, les offreurs. Notabene, plus le taux d'intérêt est élevé, plus les particuliers voudront épargner et moins d'entreprises voudront investir, donc il y a un ralentissement. Les demandeurs sont les entreprises, ça c'est les investissements, les particuliers, achat de maison ou autre, et le gouvernement, qui remet des obligations pour financer sa dette. Les offreurs sont les particuliers, qui épargnent pour assurer leur avenir, et les entreprises, qui placent à court terme des fonds de roulement. T'as le prix plafond puis le prix plancher. Le prix plafond, ça, c'est un prix minimum imposé par l'État dans le but de protéger des acheteurs. Il se fixe toujours sous le prix d'équilibre, comme les HLM. T'as le prix plancher, qui vise à garantir un prix minimum aux vendeurs. Fait que ça se fixe toujours au-dessus du prix d'équilibre, comme le salaire minimum. Le modèle de l'offre et de la demande, ça c'est deux acteurs. Il y a les demandeurs, ça c'est les consommateurs, puis t'as les offreurs ou vendeurs, c'est souvent les entreprises. La courbe de la demande, ça c'est les consommateurs. La quantité demandée d'un bien varie en sens inverse de son prix. Fait que les deux variables identifient les axes. Quantité et prix, c'est le prix qui influence la quantité demandée et non le contraire. Fait que l'ensemble des points représente la courbe de demande. Donc, un point sur la courbe représente la quantité demandée. La demande est une manière de se comporter en général et non un acte en particulier. Une variation du prix entraîne un mouvement de la courbe de la demande. Une variation de n'importe quel autre facteur qui affecte le consommateur, sauf le prix, entraîne un déplacement de toute la courbe de demande. La courbe de l'offre, les producteurs. La quantité offerte d'un bien varie dans le même sens que le prix. Le but du producteur, c'est le profit. Les deux variables identifient les axes, quantité et prix. C'est le prix qui influence la quantité offerte et non le contraire. L'ensemble des points représente la courbe d'offre. Un point sur la courbe représente la quantité offerte. À court terme, la hausse de la production fait augmenter les coûts et à long terme, tout est relatif. T'as les mécanismes d'ajustement. La demande de l'offre change, fait qu'il y a déplacement des cours. Une baisse des coûts de production déplace la courbe de l'offre vers la droite, tandis que l'augmentation des impôts des entreprises déplace la courbe de l'offre vers la gauche. Exemple typique d'ajustement du marché. 1. La forte croissance du secteur industriel en Asie entraîne la construction de nombreux ponts et usines. 2. L'informatisation des aciéries a permis de produire autant d'acier avec 10 fois moins d'employés. Fait 1. Dans la situation 1, il va augmentation de la demande, égale augmentation des prix et des quantités échangées. Dans la situation 2, il y a augmentation de l'offre, donc égale diminution des prix et augmentation des quantités échangées. En conclusion, les prix sont indéterminés, mais les quantités échangées augmenteront sûrement. Les caractéristiques du marché concurrentiel. Dans ce temps-là, il y a l'atomicité. Ça, c'est un grand nombre de demandeurs et d'offreurs, dont aucun n'est assez important pour influencer le prix. Il y a une liberté d'entrée et de sortie sur le marché. T'as l'homogénéité. Ça, c'est les entreprises qui se rassemblent suffisamment. T'as l'information parfaite. Ça, c'est les demandeurs et les offreurs connaissent le prix des marchandises. T'as la mobilité parfaite. Ça, c'est le transport des marchandises et l'accès au marché se font librement et sans frais. L'oligopole. Ça, c'est plusieurs entreprises, un petit nombre d'entreprises sur le marché. Puis un monopole, c'est une seule entreprise sur le marché. Seuls locaux, les demandeurs sont les entreprises. Les employeurs demandent de la main-d'œuvre. Les consommateurs offrent leur force de travail. Notabene, t'as les lois sur le marché du travail, comme les conventions collectives, et les lois sur le salaire minimum. Ça rend le marché du travail plus rigide. T'as l'équilibre du marché. Les deux acteurs ont des intérêts opposés. Les consommateurs veulent les prix le plus bas, les producteurs veulent vendre au prix le plus élevé. Si la demande est plus grande que l'offre, il y aura situation de pénurie et les prix auront tendance à augmenter. Si l'offre est plus grande que la demande, il y aura situation de surplus et les prix auront tendance à diminuer. Aucun des deux, demandeur ou offreur, ne contrôle le prix sur le marché concurrentiel. Si le prix est trop bas, le producteur cherche à changer de sorte de production. Le producteur cherche à produire des biens dont le prix augmente sur le marché. Certaines entreprises ont de la difficulté. Les investissements initiaux sont très lourds, mais le coût de la production est faible. L'abandon de la production se fera sur le long terme.
Fait qu'une variation du prix entraîne un mouvement sur la courbe d'offre. Une variation de n'importe quel autre facteur qui affecte le producteur, sauf le prix, entraîne un déplacement de toute la courbe d'offre. Bon, maintenant traitons sur le commerce extérieur. Il y a plus de 40% de la production canadienne est écoulée sur le marché externe. Ça, c'est les intérêts étrangers. Les intérêts étrangers, ils sont considérables. Il y a contrôle d'entreprise par l'intermédiaire de placement. Les transactions internationales. Pour permettre la circulation de produits de capitaux, il faut que les monnaies des divers pays soient échangées. Il y a donc une offre et demande de devises à toutes les fois qu'il y a un commerce international de produits ou de capitaux. Fait qu'en principe, une entreprise veut être payée dans la devise du pays. Fait que pour payer ses employés, ses fournisseurs, ses dettes aux créanciers ou aux actionnaires. L'échange de devises est donc associé à deux types de transactions internationales. C'est-à-dire les opérations commerciales puis les mouvements de capitaux. Dans le cas des opérations commerciales, les exportations entraînent une offre de la devise nationale, donc et puis là, on rentre au pays. Les importations entraînent une offre de la devise nationale. Dans le cadre des mouvements de capitaux, il y a l'entrée des capitaux, fait que ça entraîne une demande de la devise nationale, donc c'est plus rapide à rentrer au pays. Fait qu'il y a une sortie de capitaux qui entraîne une offre de la devise nationale. Fait qu'une sortie de monnaie égale pression à la baisse et entrée de monnaie égale pression à la hausse. La balance des capitaux est déstabilisatrice. C'est très volatile. Les milliards de dollars peuvent traverser la frontière plusieurs fois par jour. Fait qu'il faut donc considérer le flux net. On compare les avoirs étrangers au Canada, puis les avoirs des Canadiens à l'étranger en début et en fin d'année. De quoi dépend le taux de change? Les importations entraînent une offre de la devise nationale. Fait que les importations entraînent une demande de la devise nationale. En règle générale, lorsque l'argent sort du Canada, il y a augmentation de l'offre de devise. Donc, il y a pression à la baisse sur le taux de change. Lorsque l'argent rentre au Canada, il y a une augmentation de la devise. Donc, il y a pression à la hausse sur le taux de change. Plus la confiance avec l'étranger augmente, plus la confiance interne augmente et plus les intérêts d'intérêt augmentent. Il y a l'influence de l'État. Si la devise est trop faible, l'État rachète sa devise en offrant des devises étrangères sur ses réserves. Fait que l'offre de devises étrangères provoque une demande à la devise nationale, donc l'augmentation du taux de change. Si la devise est trop forte, l'État vend des devises canadiennes. Fait que l'offre de devises canadiennes provoque une diminution du taux de change. Si la devise est trop faible, l'État fait augmenter les taux d'intérêt et les capitaux étrangers affluent pour profiter d'un meilleur rendement, donc augmentation du taux de change. Si la devise est trop forte, l'État fait diminuer le taux d'intérêt et les capitaux étrangers sortent du pays, donc diminution du taux de change. T'as les mesures protectionnistes. Ça, c'est le tarif douanier qui pénalise les biens étrangers par une taxe et les ménages paient plus cher les biens importés. Les entreprises qui utilisent des produits intermédiaires importés voient les productions augmenter en entraînant des représailles. T'as la rencontre de l'offre et de la demande. L'échange des devises se fait sur le marché des changes. Les cambistes assurent relais entre l'offre et la demande de devises. Le taux de change et la valeur de devise par rapport à une autre devise. Il n'y a qu'un seul marché d'échange, d'envergure planétaire qui est ouvert 24 heures sur 24. L'argent circule sous forme de transfert d'écriture. Pour les marchandises, les transactions sont longues. Transport, entreposage, douane, etc. Et pour les capitaux, les transactions sont très rapides. Fait qu'il y a un placement à l'étranger où il y a de la spéculation. Lorsque la confiance en une devise disparaît, les capitaux sortent précipitamment du pays, ce qui provoque la chute du taux de change. Le risque de change, c'est la spéculation. La variabilité des taux de change présente un risque supplémentaire pour les entreprises. On appelle ça un risque de change. Exemple, il y a contrat de 60 jours payable dans les 3 mois en yens. On ne peut pas évaluer la valeur véritable du contrat. Si le yen s'apprécie, l'entreprise fera une meilleure affaire que prévu. Et si le yen se déprécie, les profits de l'entreprise risquent de s'envoler. Donc, les entreprises doivent se prémunir contre le risque. Les devises achetées ou vendues sont échangées à une date ultérieure, mais à un taux fixé immédiatement à l'avance en devise. L'exportateur emprunte à une banque de devises, qu'il compte recevoir ultérieurement, change ses devises immédiatement, à un taux qu'il connaît, et place ou dépense l'argent obtenu selon ses besoins. Lorsqu'il recevra son paiement, il remboursera son emprunt.
Les conséquences de dépréciation rendent nos produits plus attrayants pour l'étranger et rend les produits étrangers plus chers au Canada. La dépréciation peut donc redresser un commerce extérieur déficitaire, a un effet positif sur l'emploi, des effets négatifs sur l'inflation. Plus le coefficient d'ouverture est élevé, plus le taux de change aura un impact sur l'économie du pays. Les spéculateurs, eux autres, ils aiment ça, le risque de change. Si le marché des changes est calme, les spéculateurs aident à garder le marché calme. Si une devise atteint son prix plafond, les spéculateurs vendent. Augmentation de l'offre de devises, ce qui fait baisser le taux. Si une devise atteint son prix plancher, les spéculateurs achètent. Donc, augmentation de demande de devises, ce qui fait augmenter le taux. Si le marché est agité, les spéculateurs contribuent à l'agitation. Si le monnaie chute, et c'est qu'on n'en sait pas, ou le marché va s'arrêter, les spéculateurs vendent. Fait qu'il y a une augmentation rapide de l'offre de devises, ce qui fait chuter le taux de change. La balance des paiements est le bilan des transactions réalisées entre un pays et le reste du monde. Fait que ça se divise en deux grandes catégories. T'as la balance courante et la balance des capitaux. La balance regroupe les importations et exportations au sens large. La balance des capitaux, ça regroupe les investissements en provenance ou à destination de l'étranger. La balance courante comprend le commerce des biens et des services et des revenus de placement. Le Canada exporte beaucoup de matières premières. Le commerce des biens laisse des traces et est lent. Les autres postes de la balance commerciale sont des invisibles. La balance courante canadienne est en surplus grâce à son surplus commercial. Le quota d'importation consiste à imposer un plafond de quantité importée. Plus difficile de mesurer l'effet sur les prix. Il y a donc possibilité de subvention à une industrie nationale, octroi de contrat à une entreprise nationale, multiplier les obstacles administratifs et normes de qualité abusives. Cela se justifie si elles permettent à certaines industries de se développer, défendre son territoire, protéger les institutions culturelles. Merci d'avoir écouté cette vidéo. À la prochaine pour conclure le volet économique.